Bonsoir à tous. Le défi d'une thérapie urgente du secteur de la santé a suscité un diagnostic diligent qui conduit aux réformes engagées dans ce secteur depuis 2016. Le cap est-il maintenu dans le secteur de la santé où tout est à repenser? Qu'en est-il du management des 12 premiers mois du second quinquennat du président Patrice Talon? Zakiat Latondi, bonsoir. Bonsoir. Nous allons scruter à la boussole des Béninois face au ministre de la Santé la gestion matinale de ce nouveau quinquennat qui a pris son envol. Bonsoir Kouzous Abdoulaye, Monsieur le ministre de la Santé, merci d'avoir accepté de vous prêter à l'exercice avec nous. Nous vous proposons pour ces moments d'échange d'aborder 5 principaux axes qui nous paraissent pertinents et qui ont fait l'objet de l'actualité du secteur santé au cours de cette première année du gouvernement du président Patrice Talon pour son 2e mandat avec vous, bien entendu, au portefeuille santé. Il s'agit des différentes réformes réalisées, des infrastructures et équipements, les ressources humaines, Covid-19 et pour finir, le secteur pharmacie. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de nous suivre. Ces dernières années, le ministère de la Santé a mené une série de réformes ayant abouti à la création de plusieurs agences et conseils. Toutes ces structures sont désormais opérationnelles, mais il semble qu'on ne les sent pas encore véritablement sur le terrain. Quelle est leur réelle contribution pour l'atteinte des objectifs de votre ministère, Monsieur le ministre? Madame Latoudi, Monsieur Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Je profite de cette occasion vraiment pour faire le point effectivement au peuple béninois des nombreuses réformes que nous avons engagées depuis 5 ans au niveau du secteur de la santé. Vous savez, lorsque nous avons commencé ce quinquennat, il y avait des défis énormes qui se posaient au secteur de la santé. Et les réformes qui ont été identifiées à la suite du diagnostic qui a été posé par la commission technique en charge des réformes du secteur a pris en compte 4 volets. D'abord, il y avait une réforme au niveau de la gouvernance du système de santé. La deuxième réforme a abordé la mise en place d'un environnement favorable au développement du secteur pharmaceutique. Et la troisième réforme portait essentiellement sur le partenariat public-privé et la création d'un environnement favorable et propice à l'investissement. Et enfin, évidemment, parce que cela va de soi, il fallait créer une offre de soins de qualité. Alors, pour pouvoir assurer ces réformes, nous avons eu à mettre en place un environnement aussi bien de structure que de changement au niveau législatif. En matière de structure, il y a eu la création de l'autorité de régulation de la santé. Cette autorité qui, en fait, doit veiller à la réalisation du droit à la santé par l'offre de soins de qualité aux populations. La deuxième réforme majeure en termes des structures créées, c'est la création de 2 conseils. Le Conseil national pour les soins de santé primaires et le Conseil national pour la médecine hospitalière. En effet, le socle sur lequel nous avons décidé de bâtir notre système de santé est constitué par ces 2 entités, les soins de santé primaires et la médecine hospitalière. Et enfin, nous avons eu à reformer l'ensemble de la structuration du ministère de la Santé avec la création de 4 nouvelles agences. Il s'agit de l'Agence nationale des soins de santé primaire, évidemment, comme je l'avais dit tantôt, c'est un des socles. Il y a eu la création de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique. Comme vous le savez bien, c'est toute une réforme et nous allons l'aborder dans la suite de nos échanges. Il y a eu également la création de l'Agence des infrastructures sanitaires, de l'équipement et de la maintenance, dimension fondamentale pour l'offre de soins et de services de qualité. Et enfin, la création de l'Agence de contrôle de la qualité des produits de santé et de l'eau. Sans produits de santé de qualité, il n'y a pas de soins de qualité. Donc l'ensemble de ces structures qui ont été créées ont servi de socle pour les réformes que nous sommes en train de continuer présentement. Monsieur le ministre, au regard de ces réformes, les Béninois peuvent-ils se réjouir d'espérer des changements les prochaines années? Évidemment, ils vont espérer des changements. Lesquels, par exemple? Comme je l'avais dit tantôt, la création de l'autorité de régulation du secteur de la santé va contribuer à mettre en place un système de surveillance de l'offre de qualité des soins de santé. Désormais, les pratiques professionnelles, les agents de santé seront accrédités pour l'offre de services de santé. Et les services de santé, les structures de santé vont être certifiées. On va savoir que dans telle structure qui offre des soins de santé,
effectivement, il y a toutes les normes requises qui sont respectées. Et c'est le rôle de l'autorité de régulation du secteur de la santé de veiller à ça. Quels moyens dispose-t-il? Alors, cette autorité est une structure qui a d'abord un organe de base qui est constitué de 9 membres, mais a des bras opérationnels. Comme vous le savez, nous avons sur le terrain actuellement la structure chargée de contrôle de la qualité des prestations de soins au niveau des structures de santé, la commission de profession IFI, qui par la suite va devenir un des bras opérationnels de l'autorité de régulation pour pouvoir veiller vraiment à ce que ce mandat qui lui a été confié par la loi puisse être vraiment opérationnalisé. La deuxième chose fondamentale qui est là, c'est que c'est l'environnement normatif que nous avons. Nous avons aujourd'hui fait le constat que les documents normatifs, les politiques, les stratégies, les normes qui régissent l'offre des soins ne sont pas vraiment ce que cela doit être. C'est ça qui justifie d'ailleurs la création des 2 conseils. Aujourd'hui, les conseils sont à l'œuvre, déjà ont commencé à travailler et travaillent à mettre en place effectivement un environnement aussi bien normatif qu'au niveau des stratégies politiques qu'il faut pour que nous puissions vraiment nous assurer que l'offre des soins que nous offrons repose sur les mêmes bases et est de même qualité, quelle que soit la population touchée, qu'elle soit au nord, qu'elle soit au sud, qu'elle soit à l'est, qu'elle soit à l'ouest. Les documents qui sont élaborés aujourd'hui par les conseils, qui également s'assurent de leur mise en œuvre, de leur application effective, parce que si vous le savez très bien, dans ce pays, on a eu à élaborer plein de documents normatifs qui n'ont jamais été mis en œuvre, qui ont dormi dans des placards. Aujourd'hui, les conseils ont à charge non seulement de les élaborer, mais également d'assurer sur le terrain le suivi de leur mise en œuvre. Ça, c'est des changements concrets qui sont en train de se mettre en place. Au niveau de cette pharmaceutique également, nous allons l'aborder par la suite, il y a des changements concrets qui sont là. Le contrôle de ce qui est fait. La mise en place prochainement du e-pharmacie qui va nous permettre de nous assurer que les produits de santé qui circulent dans notre espace sont des produits de qualité, qui permettent aux Béninois de pouvoir se soigner sans crainte pour leur vie ultérieure, sans crainte de détériorer leur rein ultérieurement par rapport aux produits qui sont utilisés. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de créer actuellement pour faire en sorte que... Monsieur le ministre, si vous le permettez, tout à l'heure on va aborder vraiment en détail les éléments concernant les réformes dans le système pharmaceutique, puisqu'on l'a annoncé à l'entame. Mais on va parler des réformes toujours dans le secteur santé et s'intéresser au plan législatif. On sait que l'Assemblée a voté plusieurs lois qui touchent au secteur de la santé. Pourquoi avez-vous senti le besoin de cette réforme au plan législatif, par exemple? Lorsqu'on met en place des réformes et qu'on ne veut pas qu'elles durent le temps de votre passage, il faut forcément mettre en place le cadre juridique et institutionnel qu'il faut pour les asseoir. Et c'est ce qui justifie justement ce corpus législatif qui a été mis en place pour asseoir profondément les réformes. 5 textes législatifs actuellement servent de socle pour l'ensemble des réformes. Dans un premier temps, je crois en 2020 déjà, l'Assemblée a eu à voter et le chef de l'État a promulgué la loi portant protection de la santé des personnes au Bénin, qui est vraiment le fondement même de ce que nous sommes en train de faire, qui définit tout, qui pourra même le volet assurance maladie après dont nous allons probablement parler. Le deuxième texte de loi qui était majeur, c'est la loi qui permet de réglementer aujourd'hui les activités pharmaceutiques. Comme vous le savez, c'était totalement mené, on va l'aborder également après. En 2022, nous avons eu 2 textes majeurs également qui ont été votés. Le premier texte concerne l'hygiène publique. Comme vous le savez, aujourd'hui, les maladies, quel que soit ce que nous disons, ont un socle lié à l'hygiène. Même la crise sanitaire que nous avons eu à traverser, que nous traversons encore actuellement, a pour socle fondamental l'hygiène publique. Et c'est ça qui a motivé le vote de cette loi par l'Assemblée pour réglementer un peu plus les questions d'hygiène au niveau des établissements publics ou privés, que ce soit en milieu scolaire, en milieu sanitaire et autres, en régulant la pollution sonore, la gestion des cadavres, la gestion des inhumations. Nous avons aujourd'hui un corpus législatif qui permet de réglementer ça. Et sur la table des députés aujourd'hui, nous avons un texte fondamental qui régit l'exercice en clientèle privée. Nous avons un texte qui date actuellement de 1997, qui n'est plus d'actualité, parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de déviances dans le secteur privé également qu'il faut réglementer. Il y a beaucoup de demandes aujourd'hui qui ne sont pas satisfaites. Et aujourd'hui, avec ce texte de loi que nous sommes en train de mettre en place, nous allons pouvoir permettre au secteur privé de s'épanouir, de mieux assurer sa fonction d'accompagnement de l'État
pour l'offre de services de soins de qualité aux populations. Monsieur le ministre, sur cette loi qui concerne la clientèle privée, est-ce qu'il y a eu beaucoup de départs? Nous avons procédé à une réforme majeure en 2018 pour faire en sorte que désormais que les citoyens béninois, lorsqu'ils vont dans les structures publiques, puissent trouver les médecins qui sont payés par l'État, les paramédicaux qui sont payés par l'État et qui doivent accomplir leur service public. Parce qu'il y avait des déviances dans le secteur. Et à la suite de la prise de ce décret, nous avions demandé à tous ceux qui souhaitaient, qu'ils soient médecins ou paramédicaux, et qui souhaitaient partir vers le privé, de pouvoir le faire librement. Il y a eu très peu de départs, à peine une dizaine de médecins qui sont partis et très peu de paramédicaux. C'est pour dire que même avec cette réforme que nous avons eu à mettre en place en 2018, il y a eu très peu de départs de médecins, de paramédicaux du secteur public vers le secteur privé. Justement, par rapport à ça, il y a un projet de loi sur l'exercice en clientèle privée. On a bien envie d'en savoir un peu plus. Alors, pour le projet que nous avons sur l'exercice en clientèle privée, vous savez, aujourd'hui, pour ouvrir une structure privée, je prends l'exemple d'une clinique, vous devez être forcément médecin. Il n'y a pas d'investisseurs privés qui peuvent investir de l'argent pour permettre la création d'une structure privée. Aujourd'hui, ça va changer avec cette nouvelle loi. Nous allons favoriser l'investissement privé. Il y a des corps qui n'étaient pas encore complètement organisés au niveau de l'ancienne loi qui existait, des corps qui n'existaient pas peut-être en ce moment. Aujourd'hui, nous les avons également intégrés. Nous avons fait en sorte également qu'au niveau de cette nouvelle loi, au niveau de l'investissement en clientèle privée, nous puissions mieux réglementer, mieux rasseoir, mettre en place les conditions qu'il faut pour qu'on sache qui peut ouvrir une clinique privée, qui peut ouvrir une clinique d'accouchement, comment ça se passe, mettre en place un dispositif beaucoup plus allégé pour favoriser vraiment l'investissement, parce que, qu'on veuille ou pas, la moitié de notre population va vers le secteur privé. 50% de notre population est soignée par ce secteur privé. Et il faut mieux l'organiser. On a fait un assainissement dans le secteur, on a fermé les structures privées qui étaient totalement illégales, des véritables mouroirs. Et avec ce corpus législatif que nous allons mettre en place, nous allons vraiment favoriser la vraie installation de vraies structures qui vont offrir des soins de qualité aux populations. Il y a également cette loi qui a intéressé les Béninois, l'interruption volontaire des grossesses. Juste après les tests, silence radio, on n'a plus rien entendu. Que se passe-t-il, monsieur le ministre? Près de 60% des jeunes filles de moins de 18 ans tombaient enceintes sans le vouloir et la majorité avait recours aux interruptions volontaires de grossesse dans des conditions désastreuses. Et le gouvernement a jugé utile de procéder à la modification de l'article 17 de l'ancienne loi qui existait pour que nous puissions créer un environnement qui permette aujourd'hui de mieux réglementer, de mieux nous assurer que les femmes ne vont plus mourir. 20% des décès sont liés à ça justement. Elles ne vont plus mourir du fait des avortements réalisés dans de mauvaises conditions. Et lorsque cette loi a été votée, évidemment, il y a eu beaucoup de communication autour, nous avons discuté de ça, il y a eu évidemment, et je le concède, effectivement, il y a eu un pan de la population qui n'était pas en phase avec cette loi. D'aucuns ont estimé que c'est pour encourager l'avortement. D'aucuns l'ont estimé et nous respectons leur opinion. Oui. Mais ce n'est pas ça le souci du gouvernement. Voilà. Chaque Béninoise a droit à la vie. Et nous estimons aujourd'hui que ce que le gouvernement a fait va contribuer à sauver ces vies. 20% des décès maternels sont liés aux avortements clandestins. C'est effarant. Et il fallait faire quelque chose. Et de l'autre côté, je voudrais vous rassurer que de l'autre côté, le gouvernement a eu à mettre en place d'autres dispositifs. Si je prends la planification familiale, qui permet de prévenir les grossesses non désirées. Le gouvernement a aujourd'hui de mettre en place des dispositifs pour rendre totalement gratuit l'offre des services de planification familiale. Donc, en toute chose, il faut savoir vraiment trouver le juste milieu pour avancer. Lorsque cette loi a été votée, nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour la prise des décrets d'application qui vont organiser comment ça va se passer, qui peut le faire, où le faire, quand le faire. Donc, ça, c'est pratiquement terminé. Et lorsque ces décrets seront pris, nous allons également communiquer autour, discuter avec les prestataires de soins, discuter avec les populations, mettre en place l'environnement qu'il faut, parce qu'il y a un environnement qu'il faut. Il faut des psychologues cliniciens, par exemple, pour accompagner dans le conseil, tout ça. Nous allons mettre en place le nécessaire avec les autres départements ministériels qui vont accompagner, notamment le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Justice et autres, qui vont accompagner vraiment pour que nous puissions aujourd'hui faire en sorte que nos jeunes filles ne meurent plus
dans ces conditions désastreuses. Monsieur le ministre, si vous permettez, nous allons aborder la question des infrastructures et équipements. C'est le gros morceau. Mais avant, nous allons voir ce grand chantier qui focalise les regards au Bénin, la construction de l'hôpital de référence. Nous allons faire un tour à la régie pour nous rendre sur le site de ce chantier. Un imposant chef-d'œuvre au cœur de la commune d'Abomey-Calavi. La plus grande infrastructure sanitaire de la sous-région ouvre ses portes au Bénin. Un rêve devenu réalité au regard du rythme d'évolution de ce chantier pharaonique qui répond aux aspirations du présent et du futur. Un haut lieu de santé qui prend sereinement corps sur un espace de 15 hectares. À terme, plus de 500 lits y seront installés, un hôpital de référence où seront prises en charge toutes sortes de pathologies. Ce méga projet, voulu par le gouvernement, réduit à zéro les évacuations sanitaires qui pèsent sur la trésorerie béninoise. Monsieur le ministre, j'ai envie de dire un gigantesque et beau projet au service de la santé de la population béninoise. Mais il y a plus d'1 an que vous étiez sur le site de l'hôpital de zone Saveh-Ouessé, mais depuis lors, plus rien. Les populations s'impatientent, les demandeurs de soins que nous sommes, on s'interroge à quand véritablement l'inauguration de cet hôpital. Est-ce que vous avez déjà une date en tête? Je voudrais rassurer les populations de la zone sanitaire de Saveh-Ouessé qu'ils pourront bientôt bénéficier des fruits du joyau que le gouvernement est en train de leur offrir. Vous le savez très bien, le chef de l'État a affirmé la population de Saveh tient une place particulière dans son cœur. Et donc, c'est tout naturel qu'il veille personnellement à l'avancée de ce projet. Les choses évoluent bien. J'ai eu l'occasion encore, dans le cadre du suivi, de faire une réunion avec l'ensemble de l'équipe qui travaille sur ce chantier, à la suite d'une descente inopinée au décours d'une descente de Parakou. Et j'ai pu constater l'évolution des travaux. Nous avons refait le point, apprécié l'évolution et avec un taux d'exécution qui dépasse déjà physique pour le volet génie civil qui dépasse 91%. Nous espérons que d'ici la fin du mois de juin, juillet, tout le volet génie civil sera terminé. Il y a quelques travaux qui sont encore en cours de finition, qui vont être totalement terminés pour le 30 juillet. C'est ce que nous avons convenu avec toutes les entreprises qui sont sur le chantier. Le volet équipement est également lancé déjà avec la partie saoudienne et nous espérons que d'ici la fin de l'année 2022, au plus grand tard, le premier trimestre de l'année 2023, tous les équipements seront livrés et installés. Donc, nous allons pouvoir avoir l'occasion d'inaugurer cet hôpital pour la zone sanitaire de Saveh-Ouessé d'ici le premier trimestre 2023. Et nous allons vous y inviter. Autrement dit, les nouvelles sont bonnes alors? Les nouvelles sont très bonnes. Sont partout bonnes. Monsieur le ministre, on a vu tout à l'heure ce chantier de l'hôpital de référence qui est en train de supplanter la commune d'Abomey-Calavi. Parlez-nous-en, quels sont les services dont vont bénéficier les populations après la finition de cet hôpital? C'est un véritable joyau que nous venons de voir, comme vous l'avez si bien vu avec moi, qui est en train de pousser de terre. Les gens n'y avaient pas cru, mais aujourd'hui c'est une réalité qui est là.
et qui évolue très bien, qui tient dans le timing que nous avons prévu et nous espérons bien qu'en fin 2023, nous allons voir vraiment totalement opérationnel cet hôpital que nous sommes en train de mettre à la disposition non seulement des populations béninoises, mais également de toutes les populations de la sous-région, parce que c'est un véritable chef-d'œuvre pour toute la sous-région ouest africaine. Les services les plus pointus et les plus diversifiés vont être offerts au niveau de l'hôpital. En effet, comme cela a été dit dans l'élément, nous allons conjuguer totalement au passé la question des évacuations sanitaires qui nous coûtaient énormément. Et lorsque vous allez voir un peu, quand je vais présenter tout à l'heure, la panoplie des offres de services, vous allez comprendre aisément qu'il n'y a plus de raison d'évacuer les Béninois vers l'extérieur. Les principales causes d'évacuation, c'était les problèmes de cancer, les problèmes cardiaques, les problèmes ophtalmo, ainsi de suite. Aujourd'hui, avec l'hôpital de zone, nous avons un pôle d'urgence et de réanimation qui est là pour pouvoir accompagner l'ensemble des services. Nous avons un pôle cardio-métabolisme qui va prendre en compte non seulement la cardiologie conventionnelle, la cardiologie interventionnelle, l'unité de soins intensifs en cardiologie, mais également l'endocrinologie métabolisme. Nous avons également un pôle d'oncologie qui est là, qui va permettre d'offrir non seulement l'oncologie médicale, les soins palliatifs, mais également la chirurgie oncologique et gynécologique. Il y a un pôle digestif, aussi bien médical que chirurgical, qui va prendre en compte non seulement le volet de l'hépato-gastro-entérologie, qui traite du foie et de tous ces organes qui sont autour, mais également la chirurgie hépato-biliaire digestive. Nous avons le pôle de l'appareil locomoteur. L'appareil locomoteur, avec tout ce qu'il y a autour du pôle neurochirurgical, qui va prendre en compte tout ce qu'il y a comme chirurgie en matière de traumatologie, d'orthopédie et de neurochirurgie. Le pôle tête-cou également sera pris en compte avec 4 offres de services qui vont concerner l'ORL, l'ophtalmo, l'odontologie et la chirurgie cervico-cervico-faciale. Les cancers aujourd'hui constituent une préoccupation majeure. Nous évacuons beaucoup pour la radiothérapie et la médecine nucléaire. Demain, le pôle de la radiothérapie et de la médecine nucléaire va permettre de conjuguer définitivement au passé cela. Et il y a un pôle cardiovasculaire qui va prendre en compte la chirurgie vasculaire, qui aujourd'hui n'existe pas là. C'est vrai que nous avons commencé à opérer à cœur ouvert pour la chirurgie cardiaque, pour préparer le démarrage. Ça, c'est vraiment une avancée majeure que nous sommes en train de faire, qui va préparer l'offre des services ultérieurement. Mais la chirurgie vasculaire sera désormais au niveau de ce joyau que nous sommes en train de mettre en place. Il y a le pôle néphro-urologique qui va nous permettre de donner des soins de néphrologie et d'urologie. Et éventuellement, nous allons pouvoir peut-être passer à la transplantation rénale qui peut être faite sur place avec l'autogreffe. Nous allons probablement y passer pour pouvoir diminuer les coûts liés à la dialyse probablement. Donc voilà une panoplie d'offres de services qui seront disponibles au niveau du siège de référence. C'est vraiment un joyau. Ministre, au regard de la taille de cette infrastructure, on ne doute pas du plateau technique qui sera au rendez-vous. Mais qu'en est-il de l'expertise, le personnel? Est-ce que nous avons le personnel pour faire face à ces pathologies? Alors, nous avons déjà commencé à travailler sur ce volet également dès que nous avons commencé. Et aujourd'hui, en matière de ressources humaines, nous avons fait le point. De quoi avons-nous besoin au niveau de ce CHU de référence? Nous avons une idée exacte de ce dont nous avons besoin. Quelle est la stratégie pour les rendre disponibles? Aussi bien avec les expertises qui sont déjà au niveau du pays, mais également des expertises que nous pouvons importer de l'extérieur. Quelle est la stratégie pour former ces ressources humaines que nous avons aujourd'hui pour pouvoir rendre disponibles les ressources humaines nécessaires au niveau du siège de référence Abou Mekalavi? Quand nous allons aborder tout à l'heure les ressources humaines, vous allez comprendre un peu la stratégie du gouvernement. Mais déjà, je peux vous rassurer que tout est fait pour que le CHU de référence Abou Mekalavi puisse démarrer avec les ressources humaines nécessaires, que ce soit déjà disponible sur place et que ce soit des ressources humaines que nous allons faire venir d'ailleurs. Nous sommes en train de veiller à ça. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, nous avons commencé à développer le pôle de compétences en chirurgie cardiaque. Nous allons commencer bientôt pour la cardiologie interventionnelle, l'ophtalmologie aussi, l'ORL. En développant cette pôle de compétences, en fait, nous opérons un transfert de compétences. Au-delà du fait que des Béninois sont opérés, nous avons déjà opéré plus de 100 Béninois de chirurgie cardiaque. Au-delà du fait que ces Béninois sont opérés, nous sommes en train de faire en sorte qu'il y ait un transfert de compétences justement pour préparer le démarrage justement du futur CHU de référence Abou Mekalavi. Donc, c'est pensé, c'est bien pensé, c'est millimétré, c'est bien codifié et nous ne doutons point que nous allons pouvoir rendre cet hôpital totalement opérationnel de la meilleure des manières et avec une assurance qualité vraiment qui permette à chaque patient qui entre d'en ressortir de la manière la plus satisfaisante qui soit.
Monsieur le ministre, vous avez parlé des services modernes et innovants qui feront d'ailleurs de ce centre un centre moderne, mais qui dit qualité, dit également coût. Est-ce que pour le citoyen lambda que nous sommes, on va pouvoir bénéficier de tous ces services? Je voudrais vous rassurer que les coûts qui seront pratiqués au CHU de d'Abomey-Calavi ne vont pas être exorbitants, ça va dépasser les coûts qui sont actuellement pratiqués au niveau aussi bien du Bénin que de la sous-région, ça va être dans la même fourchette. Mais il faut dire qu'il y a quelque chose de fondamental. Comme vous le voyez bien, le CHU de référence est un hôpital de pointe qui va offrir des services de pointe. Donc, ce n'est pas le tout venant qui va venir directement au CHU de référence de Abomey-Calavi. Nous sommes en train de réorganiser globalement le système de référence pour que le niveau de référence soit respecté. Quand je souffre de paludisme, ce n'est pas à l'hôpital que je vais partir. J'irai au centre de santé voir le médecin qui est là-bas, qui va me traiter mon paludisme simple, et puis je suis guéri. Et donc, il faudra veiller désormais que le système de référence soit bien respecté, d'abord, première chose. Et deuxième chose, n'iront au CHU de référence que les pathologies qui nécessitent effectivement ce plateau technique de pointe. Et ça demande également la présence de ces infrastructures-là à proximité de la communauté. Mais bien sûr, le Bénin est l'un des pays qui a la meilleure couverture en infrastructures sanitaires. Nous avons maillé le territoire à plus de 97%. Après, c'est la qualité des services au niveau de ces infrastructures. Il y a la qualité des services sur laquelle nous travaillons. C'est pour ça que c'est fondamental que le dispositif que nous sommes en train de mettre en place, que nous avons mis en place avec les réformes, avec l'autorité de régulation, avec les conseils, avec les agences, avec les hôpitaux, les zones sanitaires, tout cela contribue forcément à assurer la qualité des soins. Nous travaillons d'arrache-pied chaque jour, au quotidien, pour que cela soit. Et nous travaillons également pour que les ressources humaines prennent conscience de ce défi d'offrir des soins de qualité aux populations. C'est fondamental. Monsieur le ministre, à côté de cette infrastructure, plusieurs sont déjà assurés, notamment la construction d'une antenne de transfusion sanguine. Qu'est-ce que ça va apporter véritablement? Quel va être le changement que ça va apporter dans la collecte de ce liquide précieux? Nous avons construit effectivement 3 antennes de transfusion sanguine dernièrement, aussi bien dans le Borgou, le Zou que l'Ouémé. Ces centres ont été inaugurés et ont commencé déjà à être opérationnalisés. Je peux vous garantir que dans l'intervalle où nous avons mis en place ces structures en 2020 à maintenant, nous avons augmenté la disponibilité des produits sanguins de plus de 10 000 poches de sang en matière de satisfaction. Nous veillons vraiment à faire en sorte que lorsque les produits sanguins et ses dérivés, évidemment, sont sollicités, qu'ils puissent être disponibles le plus proche possible de l'endroit de la demande. Et dernièrement, comme vous avez pu le constater également, nous avons eu un renfort pour nous assurer que pour la collecte des sangs, nous puissions également nous rapprocher des populations à travers le camion que nous avions eu de la Fondation Claudine Talon, que je remercie au passage, qui appuie fondamentalement le système de santé pour pouvoir offrir des soins de qualité aux populations, surtout pour la survie des mères et des enfants de moins de 5 ans. Avec ces antennes qui ont été mises en place, avec ce dispositif qui est également mis en place pour la collecte de proximité, nous sommes sûrs de pouvoir couvrir fondamentalement les besoins en transfusion sanguine des mères qui vont accoucher et qui vont survivre sans perdre leur vie en donnant la vie, et des enfants de moins de 5 ans qui, pour un paludisme avec forme anomique ou pour autre cause, pouvaient mourir banalement, bêtement. Monsieur le ministre, on a beaucoup parlé d'infrastructures et on sait très bien que quand on parle d'infrastructures, on parle de plateaux techniques. Et c'est grâce à ces plateaux techniques que les praticiens pourront véritablement apporter les réponses aux problèmes de santé des populations. J'ai bien envie de savoir quel point on peut faire à ce niveau aujourd'hui. Vous savez, pendant longtemps, les praticiens se sont plaints du plateau technique qui était désuet. J'en ai fait moi-même l'expérience, j'étais praticien, je travaillais, et il m'est déjà arrivé au cours de ma pratique de faire face à ce genre de situation. C'est pour ça que le gouvernement a pris à cœur la mise à disposition des pratiques des structures sanitaires de ces équipements. Vous savez, il y en a qui sont visibles pour la population, qu'on voit vraiment, mais il y en a qui ne sont visibles que des praticiens qui pratiquent au quotidien leur art. Quelques exemples types pour vous illustrer ce qui a été fait, aussi bien en matière d'imagerie médicale, mais également pour la réanimation et les équipements des blocs opératoires. Pour l'imagerie médicale, vous avez l'IRM. L'IRM qui a été installé, l'appareil d'imagerie par résonance magnétique qui a été installé au CNHU, qui nous permet aujourd'hui déjà de ne plus évacuer pour cette cause.
En matière de scanographie, nous avons déjà fini l'installation du scanner à Parakou, un scanner de 64 barrettes, je tiens à préciser cela, qui est vraiment très poussé, qui peut faire des choses vraiment très poussées. Le CNHU actuellement est en cours de livraison, de mise en place d'un autre scanner de 64 barrettes, ce qui va vraiment être contributif au renforcement du diagnostic. À Porte-Nouveau également, il y a un scanner qui est en train d'être mis en place. Il y a un peu de retard dessus, mais je pense que d'ici la fin de l'année, au début de l'année 2023, au plus grand tard, le bâtiment est déjà construit, le scanner sera en place et nous allons pouvoir offrir ces services aux populations. Nous envisageons également de l'étendre au niveau du CHD Zou, aux collines, dans les prochains jours. En dehors de ça, évidemment, nous avons les blocs opératoires qui ont été équipés sur pratiquement tout l'étendue du territoire national. Il n'y a rien de plus difficile pour un praticien d'aller au bloc opératoire, de ne pas avoir les instruments qu'il faut, d'avoir un plafonnier qui tombe en panne. Nous avons procédé radicalement à ces changements-là aujourd'hui et faire en sorte que les soins soient offerts avec les équipements qu'il faut, les plus adaptés. Alors, quel que soit le moment pour ça que vous avez opté aussi pour la construction de nouveaux centres de santé, notamment les centres hospitaliers universitaires de la mère et de l'enfant, alors qu'il y a déjà le CHU Mel qui est là et le centre psychiatrique d'Alada. Alors pourquoi cette duplication? Vous savez, la réforme que nous avons eu à mettre en place concerne également ce qu'on appelle la carte sanitaire. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la carte pharmaceutique qui détermine où est-ce qu'on doit implémenter des pharmacies. Il y a la carte sanitaire également qui voit comment on doit structurer la mise en place des structures sanitaires au niveau du pays, où est-ce qu'un hôpital doit rester, où est-ce qu'un centre de santé doit rester pour que nous puissions mailler correctement le territoire. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour mettre en place la carte sanitaire. Et dans le cadre de la mise en place de cette carte sanitaire, il est évident qu'il faut identifier de nouveaux services à mettre en place. Quand vous regardez le Grand Nokoué, ce travail a déjà été fait. Et c'est à partir de ça que nous avons identifié le besoin majeur de pouvoir renforcer l'offre de soins pour la mère et le nouveau-né et les enfants à travers la mise en place de ce nouveau centre que nous allons construire à Tobin. Le CHUMEL qui existait ne disparaîtra pas, va continuer d'offrir ses services habituels et puis d'autres encore, mais le niveau de développement le plus pointu en matière de néonatologie, en matière de prise en charge des enfants de moins de 5 ans sera offert à Tobin désormais. Vous allez au CHUMEL aujourd'hui, les capacités sont dépassées, aussi bien pour les nouveau-nés que pour les enfants. Il y a des moments où vous avez 2, 3 enfants par lit. C'est inadmissible aujourd'hui. Aux urgences, c'est totalement dépassé. Et il faut régler cela. Il y a des choses qui ne sont plus concevables, qui ne sont plus tolérables aujourd'hui pour le gouvernement. Et c'est pourquoi nous travaillons vraiment à résoudre fondamentalement ces problèmes pour faire en sorte que la meilleure qualité des soins qui doit être offerte puisse l'être dans les infrastructures adéquates par du personnel de qualité. Et justement, de façon un peu plus actuelle, on va s'intéresser maintenant au programme d'action du gouvernement 2. De grands projets sont en cours sur le plan des infrastructures et des équipements. Quels sont, monsieur le ministre, ces projets phares qui seront réalisés justement pour ce nouveau quinquennat? Je voudrais planter le décor du programme d'action du gouvernement. Imaginez que nos populations, à la base, ils ont besoin de services. Ils ont besoin d'être conseillés. Ils ont besoin d'éviter que la maladie n'arrive. Et c'est pour ça que le gouvernement a adopté la nouvelle stratégie de santé communautaire et que nous sommes en train de mettre en œuvre dans le cadre de ce PAG parce que vous allez avoir demain des relais communautaires, des agents de santé communautaires qui seront recrutés pour que les populations puissent avoir les conseils nécessaires pour que la maladie n'arrive pas, la maladie ne survienne pas. Et quand cette maladie arrive, maintenant, il faut aller vers les infrastructures sanitaires. Quand vous regardez aujourd'hui les infrastructures périphériques que nous avons, il y a beaucoup qui sont dans un état de défectuosité avancée, un état insalubre à la limite, qui ne motive pas les populations à consulter. Dans le programme d'action du gouvernement aujourd'hui, nous avons prévu de réhabiliter ou de construire carrément à nouveau ces infrastructures sanitaires périphériques, aussi bien au niveau des centres de santé périphériques qu'au niveau des hôpitaux de zone et des centres hospitaliers départementaux. Ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier que nous avons, vous avez annoncé ça tantôt, c'est la santé mentale. Nous sommes tous des malades mentaux potentiels. Il y en a qui on ne sait pas exactement, on ne sait pas quand ça bascule, mais quand ça bascule, il faut se faire prendre en charge dans les meilleures conditions. Si vous dites, là, Diaco, aujourd'hui, le spectacle qui y est n'est pas reluisant. Et c'est pour ça que le gouvernement a identifié la construction de centres hospitaliers universitaires psychiatriques à Alada, un environnement assez calme, propice,
vraiment qui va permettre d'offrir des soins de qualité à nos compatriotes qui souffrent de troubles mentaux. Nous avons parlé déjà du CHU de Togben, il y a le CHU général et un CHU mère-enfant qui seront construits, qui seront en liaison avec le CNHU. Nous avons également la construction du laboratoire national de contrôle de qualité des produits de santé et de l'eau. C'est fondamental. Nous voulons des produits de santé de qualité. Il faut pouvoir contrôler effectivement ce qui vient sur notre territoire vraiment de la meilleure des manières. En matière de construction d'infrastructures, nous avons la construction de centres d'opération d'urgence de santé publique. La crise sanitaire de la COVID-19 nous a montré combien il était important d'avoir ce dispositif qui existe dans beaucoup de pays et nous allons veiller également à le mettre en place également dans notre pays. Monsieur le ministre, il y a le volet H qui est en train d'être généralisé. On vous a vu aux côtés de la ministre des Affaires sociales. Est-ce que les infrastructures sanitaires que nous avons aujourd'hui au Bénin peuvent vous aider donc à répondre aux attentes des populations parlant de l'H? Absolument. Déjà, là, aujourd'hui, quand on parle de l'Arche, les infrastructures sanitaires que nous avons par rapport au palier de soins qui a été défini pour l'Arche permettent effectivement d'offrir l'ensemble de ces soins aux populations. Déjà, avec ce que nous avons. Qui plus est encore, avec ce que nous envisageons dans le futur, vous pouvez être rassuré que l'ensemble de ces infrastructures va permettre d'offrir le paquet de soins de base qui a été défini aussi bien pour l'âge que pour la maladie obligatoire après à nos populations. Il faudrait vous rassurer sur ce point. D'accord. Monsieur le ministre, vous savez, vous l'avez annoncé, depuis le 1er janvier 2022, justement, il était prévu que l'assurance maladie sera obligatoire pour tout le monde. Et s'il n'y a pas de grande fréquentation des centres de santé, c'est aussi parfois parce que les gens n'ont pas toujours les moyens. Et l'assurance maladie pourrait aider justement à faciliter la fréquentation des centres de santé, des formations sanitaires. Qu'est-ce qui bloque la mise en application de cette mesure importante et vitale pour le Béninois lambda? Évidemment, la loi portant protection de la santé des personnes a disposé effectivement l'assurance maladie obligatoire. Et là, aujourd'hui, je peux vous rassurer que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour que les décrets qui vont permettre l'opérationnalisation de cette mesure puissent être pris dans les tout prochains jours. Je voudrais vous rassurer sur ça. Déjà, le panier de soins qui va être obligatoire a déjà été pratiquement défini. Et il est assez bien achalandé parce qu'il passe de la prise en charge des traumatismes par la laryngite chez les enfants, les infections chez les enfants, les parasitoses, les infections digestives, le paludisme, la diarrhée, les traumatismes crâniens. C'est vous dire quoi? Quand vous regardez ça, en fait, l'essentiel des affections qui touchent le citoyen lambda tous les jours au quotidien a été pris en compte par cela. Il y a des offres de prestations de services également qui sont définies, l'accouchement, la césarienne, la chirurgie pour les infections les plus courantes, les consultations de médecine générale, tout ça c'est pris en compte dans le paquet. Et nous travaillons aujourd'hui juste à finaliser les contours et dans les tout prochains jours, vous allez pouvoir avoir à disposition ce qu'il faut pour qu'on puisse effectivement nous assurer que c'est opérationnalisé et que chaque Béninois, où qu'il soit, puisse souscrire soit de par lui-même, soit de par son employeur, à l'assurance maladie obligatoire et nous assurer au niveau du service de santé que quand quelqu'un vient, on ne réfléchit plus. On lui offre des soins. Les gens chez eux se posent une question. Je me fais le porte-voix ici. Allez. Monsieur le ministre, à quand pourra-t-on attendre de pouvoir bénéficier de toutes ces merveilles dont vous parlez? Dans un futur très proche. En tout cas, avant la fin de l'année 2022, oui, nous allons pouvoir commencer à en bénéficier, ça c'est certain. D'accord. Monsieur le ministre, on va évoluer. Tout dernièrement, votre département a été renforcé avec le recrutement de 1400 agents, le personnel santé. Alors, quelle est leur contribution, tous ceux qui ont été recrutés, ceux-là, quelle est leur contribution dans l'offre de soins sur le plan national? Le chef de l'État avait annoncé effectivement le recrutement de 3000 agents sur le quinquennat. Et nous avons concrétisé déjà le recrutement de 1331 agents dernièrement. Et je peux vous assurer que sur ces 1331, plus de 80% sont des agents de santé qualifiés, c'est-à-dire médecins, sages-femmes, infirmiers, les paramédicaux. Et nous avons déployé ces agents. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que quand vous prenez Cotonou et Calavi, il n'y a plus un seul centre de santé où il n'y a pas un médecin. La médicalisation des services de santé est déjà d'actualité. Et nous avons poussé plus loin, même les centres de santé les plus périphériques, dans les arrondissements également, on a commencé à les médicaliser. Nous avons déployé, nous avons renforcé leurs compétences déjà avant de les déployer sur le terrain. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux de constater que sur l'ensemble du territoire,
nous avons pu renforcer la présence effective d'agents de santé qualifiés. Vous savez, il y avait des centres de santé, et la commission de protection l'a relevé, qui étaient tenus par des aides-soignants. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et aujourd'hui, nous sommes en train de corriger ça et ce n'est pas terminé. Nous allons poursuivre les efforts pour faire en sorte que chaque citoyen, où qu'il se trouve, puisse avoir effectivement recours à effectivement un agent de santé qualifié lorsqu'il y a des problèmes de santé. Ça veut dire qu'il y aura d'autres recrutements en cours? Il y a d'autres recrutements qui sont également en cours, qui sont effectivement en cours. Nous avons pour cette année 2022 prévu de recruter pratiquement 500, un peu plus de 500 agents de santé qualifiés. Et nous avons également d'autres programmes connexes qui sont prévus, qui vont contribuer à mettre en place des ressources humaines qualifiées. Je prends un programme que nous avons avec la Banque islamique de développement qui va permettre de faire la préinsertion des nouveaux médecins, sages-femmes, infirmiers qui sortent des écoles de formation. Pendant 2 ans, ces jeunes médecins, sages-femmes, infirmiers seront préinsérés, vont travailler partout sur le territoire national et à la fin des 2 ans, on va leur donner des économies substantielles qui vont leur permettre après de pouvoir aller faire une spécialisation. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est fondamental. Le Bénin n'a plus de médecins spécialistes en tant que tel. Donc vous allez accompagner ces médecins les accompagner, déjà pour les mettre dans un processus de spécialisation pour que d'ici 5 à 10 ans, nous puissions avoir une couverture efficace de nos besoins en médecins spécialistes. C'est d'ailleurs l'un des volets dont je parlais pour le CERD de d'Abomey-Calavi. En mettant en place ce dispositif aujourd'hui, nous sommes sûrs de régler la question des médecins spécialistes demain. Et en dehors de ça, je n'ai pas le volet santé communautaire, il y a plus de 6 000 agents de santé communautaire et relais communautaires que l'État va recruter et mettre à disposition des populations pour accompagner la stratégie que nous avons mise en place. Donc, c'est vous dire qu'en matière de ressources humaines, le gouvernement a une attitude proactive, très hardie, pour faire en sorte que partout où qu'ils se trouvent, nos populations puissent avoir des soins de qualité délivrés par des agents de santé qualifiés de qualité. Alors, des agents de santé qualifiés partout sur le territoire national, mais après, il faudrait que ces agents restent des agents modèles. Vous savez très bien, en tant que praticien, la réalité des populations dans les formations sanitaires. C'est un défi énorme. C'est un défi énorme auquel le système de santé fait place. Et la commission du professeur Ivy et aussi bien les autres corps d'inspection du ministère de la Santé ont eu à relever plusieurs déviances. Et depuis bientôt 2 ans, nous traquons systématiquement et sans état d'âme ces déviances dans le secteur de la santé. Avec les partenaires sociaux, les syndicats, nous sommes entendus au début pour que les sanctions qui sont prononcées puissent être des sanctions pour les amener à prendre conscience. Mais nous avons passé ce cap déjà. Aujourd'hui, toute déviance sera sévèrement sanctionnée. Et nous donnons ce modèle également aux nouveaux agents. Nous les avons entretenus, nous leur avons montré ce qu'il faut faire dans le secteur, le respect de l'éthique, de la considération du patient, le respect de tout ce qui doit être respecté en matière de soins sanitaires. On leur a inculqué ça. Il ne tient qu'à eux aujourd'hui de vouloir rester au service de l'État, de travailler dans les règles, en suivant les règles de l'art et d'y rester. Dans tous les cas de figure, nous faisons en sorte que les populations puissent dénoncer les affres qu'elles traversent dans le cadre de l'offre des soins de santé qualité pour que nous puissions prendre nos responsabilités, dégager ceux qui ne veulent pas faire le travail comme il se doit, garder et encourager ceux qui le font bien. Et donc, un système de motivation, en quelque sorte, parce que la motivation est essentielle. Nous sommes en train de rehausser les salaires des agents actuellement, dans un cadre global, mais également au niveau de la santé, il y a des réflexions approfondies qui sont également en cours pour faire en sorte que nous ayons des agents qui soient au combat, qui soient motivés, qui soient déterminés à sauver des vies. Vous avez lâché un mot intéressant, la dénonciation. Est-ce qu'il y a un système aujourd'hui qui permet aux demandeurs de soins de faire cette dénonciation et que le circuit suive son cours jusqu'à terme? Absolument, et c'est ça qui est en cours aujourd'hui. Nous avons mis en place un numéro vers WhatsApp au niveau du ministère de la Santé, le 91 44 44 44, sur lequel, soit par audio, soit par message WhatsApp, il y a des dénonciations. Et lorsque nous recevons cette dénonciation, en fonction de leur appréciation, nous envoyons ça soit à la commission du professeur Ivy, la commission qui est en charge du compte de la qualité des prestations de soins, ou aux autres corps d'inspection du ministère, l'inspection générale du ministère, ou même aujourd'hui, il y a d'autres que nous envoyons vers les structures qui sont installées. Aujourd'hui, il y a un numéro à la présidence de la République qui aujourd'hui fonctionne déjà, et duquel nous recevons également des plaintes. Donc, tout ce corpus de dénonciation nous permet aujourd'hui vraiment de traquer dans leur dernier retranchement
les déviances qu'il y a dans le système. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas de personnes traquées, sanctionnées? Si, il y a eu plein de sanctions. Il y a eu des mises à pied allant de 1 mois à 6 mois. Il y a eu des radiations déjà dans le secteur. Je voudrais vraiment demander aux agents de reprendre conscience. De reprendre vraiment conscience. C'est vraiment le cœur lourd que nous sommes obligés de procéder à cela, mais ce sera sans état d'âme que nous allons le faire. Il faudrait que la population puisse avoir accès à certaines qualités et ne pas demander à être malade. Mais nous avons eu l'occasion d'écrire « J'ai l'honneur » et de dire « Je veux servir la population, je veux servir mon pays ». Mais quand nous voulons le faire, faisons-le bien, faisons-le comme il se doit. Monsieur le ministre, nous allons appuyer sur l'accélérateur en abordant la Covid-19. Un petit point sur la gestion de cette pandémie. Est-ce que la Covid-19 est-elle terminée au Bénin? La Covid-19 n'est pas terminée, ce n'est pas terminé dans le monde, donc au Bénin, ce n'est pas terminé. Mais je voudrais souligner et avant tout remercier l'ensemble des agents de santé qui ont travaillé d'arrache-pied, qui ont contribué à ce que nous puissions maîtriser cette pandémie qui n'a pas été facile. Nous avons traversé 4 vagues. 2 premières vagues en 2020 et une 3e vague qui a été beaucoup plus meurtrière, qui nous a profondément secoués en août 2021 et une 4e vague qui a été moindre. Mais il faut dire aujourd'hui que nous sommes vraiment dans une accalmie avec la stratégie qui a été mise en place pour les soins et le dépistage. La vaccination, nous avons aujourd'hui une accalmie. Nous sommes à moins de 2 cas par semaine actuellement. Mais attention, il faut faire très attention, nous restons très attentifs. Nous veillons à ce que les règles qui ont été dictées par le gouvernement soient strictement respectées. Comme vous avez pu le constater, dans d'autres pays, ça repart de plus belle, notamment en Chine, à Shanghai, à Shenzhen. Ça repart de plus belle. Et nous restons très attentifs à veiller à ce que les dispositions qui sont en cours soient strictement respectées. Quand vous parlez de dispositions, il y a la vaccination. Qu'en est-il aujourd'hui de la vaccination? Alors, la vaccination, effectivement, nous l'avons démarré. Et à un moment donné, le gouvernement, au regard de l'infodémie ambiante, a décidé d'avoir une attitude offensive. Et le 15 octobre 2021, nous avons lancé vraiment une campagne accélérée qui nous a permis aujourd'hui d'atteindre plus de 35% de couverture. En Afrique, c'est un des records, je dois le dire. 35% de couverture vaccinale pour la Covid-19, c'est quand même, nous sommes parmi l'un des premiers pays en Afrique. Nous avons pu atteindre ça et depuis quelques semaines, nous avons arrêté la campagne intensive et nous avons passé à la routinisation. Aujourd'hui, les populations qui ont besoin de services de vaccination de Covid vont dans les services habituels de vaccination et peuvent l'avoir. Nous avons également réglementé les voyages. Nous avons aujourd'hui un pass vaccinal qui est international, qui passe en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde et qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette crédibilité pour faciliter également les échanges entre nous et l'extérieur. Comment on obtient ce pass vaccinal? C'est très simple. Vous allez au Palais des Congrès. C'est là où les voyages se font. Vous allez au Palais des Congrès. Vous avez votre pièce d'identité avec votre carnet de vaccination. Soit vous devez renouveler votre dose, soit vous n'en avez pas besoin, vous voulez juste faire une conversion, vous remettez ça, 15 minutes après, vous avez votre passe électronique qui vous permet de voyager partout dans le monde. Sans difficulté. Sans difficulté. Monsieur le ministre, nous allons enfin aborder la question pharmacie. Les médicaments contrefaits, le mal persiste chez nous au Bénin. Pourquoi cela? Le mal persiste parce que vous savez, comme vous le savez, on a mis en place un corpus législatif qui est répressif. Mais même avant ça déjà, nous avions commencé déjà à réprimer fortement, avec volontarisme, toutes les déviances qu'il y avait dans le sous-secteur pharmaceutique. Vous savez, c'est un secteur qui brasse beaucoup d'argent et il y a toutes les déviances. Nous avons fait aujourd'hui en sorte que nous puissions assainir le milieu avec l'agence béninoise de régulation, qui a en charge d'assurer que les autorisations d'importation soient délivrées dans les bonnes formes. On a fait un contrôle dernièrement et nous avons regardé toute une série de médicaments prélevés dans toutes les officines du territoire. Oui. Et nous avons pu avoir quelques molécules, effectivement, qui n'étaient pas de qualité. On a procédé à leur retrait. Mais au-delà de ça, il y a le circuit parallèle. Nous sommes entourés de pays d'où viennent ces médicaments. C'est pour ça que le défi aujourd'hui, ce n'est pas seulement quelque chose qui est interne, spécifiquement au Bénin, il faut également l'environnement régional, également sous-régional, qu'il faut assainir.
Je pense que nous travaillons avec nos autres collègues de la sous-région pour faire en sorte que nous puissions y arriver. Il y a l'Agence africaine du médicament qui a été créée. Nous avons ratifié la création de l'Agence africaine du médicament. Et dans toute cette panoplie de mesures, nous allons vraiment veiller à ce que, à terme, les médicaments qui sont pris par les Béninois soient des médicaments de qualité. La plateforme e-pharmacie que nous mettons en place aujourd'hui, qui va permettre de digitaliser comment le système, d'assurer un contrôle de qualité effectif des produits de santé qui rentrent dans le pays, est une avancée majeure. Et dans les tout prochains mois, ça va pouvoir être opérationnel. Et là où vous êtes, oui. M. Abdoulaye, vous pouvez avoir un médicament, acheter un médicament et vérifier si ce médicament est de bonne qualité. L'authenticité. C'est faire ça que nous allons avec demain. Avec la plateforme e-pharmacie. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a le laboratoire national de contrôle de qualité des produits de santé et de l'eau que nous mettons en place. Ce sera l'un des plus grands que nous allons avoir dans la sous-région, qui va nous permettre sur notre territoire de vérifier effectivement, parce qu'aujourd'hui, on en va vers l'extérieur. Mais demain, nous allons vérifier sur place la qualité de ce que nous avons. Quand on saisit un médicament, on le contrôle en même temps pour voir c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est de la farine ou bien vraiment un vrai principe actif? Où en sommes-nous avec la carte pharmaceutique? Vous l'avez annoncé également dans les réformes pour le secteur pharmacie. La carte pharmaceutique a été révisée dernièrement et elle a été finie. Nous avons procédé à la création de plus de 130 sites pharmaceutiques qui sont déjà pratiquement occupés. Et donc, cette carte pharmaceutique sera révisée en temps opportun, mais pour le moment, le processus est déjà bouclé. Nous l'avons fait en 2019 et les nouveaux occupants ont déjà pris possession de leur site. Ça permet de rapprocher effectivement l'offre des produits de santé de qualité des populations effectivement. Monsieur le ministre, êtes-vous satisfait des premières actions que vous avez posées au cours de ces 12 premiers mois du second quinquennat? Satisfaction de satisfaction, non. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de s'assurer que la vision que le gouvernement a est en train vraiment d'être mise en pratique, que la démarche suit son cours et que l'objectif que nous visons est en train d'être atteint. Et je pense que les jalons qui sont posés actuellement nous donnent ces indices. Nous sommes certains qu'avec la démarche qui est en cours, nous sommes en train progressivement de tendre vers cette aspiration que chaque Béninois, chaque Béninoise, où qu'il se trouve, puisse avoir des soins de qualité avec le plateau technique le plus adapté, avec les ressources humaines de qualité qu'il faut. Et ça, c'est vraiment la vision du gouvernement. Il n'est pas question demain de se dire que X a des soins de qualité inférieure, Y a des soins de qualité supérieure. Non, nous veillons à ce qu'il y ait de l'équité. Il y ait de l'équité également dans l'offre des soins. Et ça, je pense que nous pouvons, au niveau du gouvernement, nous satisfaire de cela. C'est une préoccupation majeure du chef de l'État qui a fait du secteur de la santé vraiment une priorité majeure pour ce quinquennat. Et nous allons vraiment veiller à faire en sorte que nous puissions y arriver. Monsieur le ministre, merci pour toutes ces précisions, pour toutes ces informations utiles qui participent d'ailleurs à la reddition de comptes, puisque vous êtes le premier responsable à la tête du ministère de la Santé. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt.